Thank you very much, Monseigneur, dear colleague, dear participant. I will speak now in French, please. Comme dans les siècles passés, le monde du XXIe siècle connaît des migrations de population pour des raisons politiques, religieuses, économiques ou démographiques, et le plus souvent pour une combinaison des causes que je viens de citer. Concernant les immigrants, il faut d'abord se demander si leur présence est neutre pour la société d'accueil ou si elle soulève des enjeux culturels et sociaux. Dans ce cas, il nous faudra donner une définition appropriée du mot intégration. Puis, nous essaierons d'en mesurer la dimension d'un point de vue quantitatif, mais surtout d'un point de vue qualitatif, car nous verrons que la nature de la migration a complètement changé au XXIe siècle par rapport au siècle précédent. Premier élément, toute immigration soulève des enjeux culturels et sociaux. Lorsque l'on examine les statistiques, on pourrait penser qu'un migrant est une unité statistique que l'on trouve dans les données démographiques et qui engendre pour chaque pays un certain solde migratoire. Mais en réalité, tout être humain naît puis est élevé dans un contexte culturel propre à l'environnement familial et social, des lieux de vie de son enfance et de son adolescence. Ses manières de vivre, sa façon de penser, ses croyances sont à partie influencées par l'entourage du temps de sa jeunesse et les clubs sportifs, les associations, les groupes de camarades qu'il a fréquentés. Aussi, lorsque les circonstances de la vie conduisent une personne à migrer de son pays de naissance vers un autre pays, elle transporte avec elle tout un ensemble d'éléments immatériels qui constituent sa culture acquise au moment de sa migration. Il en résulte inévitablement une tension entre ces traits culturels hérités de son enfance et de son adolescence et ceux de la société d'accueil. Et certaines caractéristiques de l'immigrant peuvent sans doute se marier aisément avec la société d'accueil, d'autres peuvent se révéler en opposition. Il en résulte une double tension. La première se constate chez l'immigrant, qui perçoit la non-conformité de certains traits de son héritage culturel avec ceux de son nouveau pays de résidence, ne serait-ce qu'en matière de pratiques linguistiques ou maritales. La seconde tension est celle que ressent la communauté politique du pays d'accueil, qui peut avoir l'impression que les immigrants remettent en cause des us et coutumes à laquelle cette communauté politique était attachée et donc craignent une mise en cause de l'harmonie qui y règne. Aussi, cette communauté politique peut réagir pour éviter de remettre en cause des us et coutumes. Cela conduit, par exemple, très souvent des communautés politiques à mettre en place des formations linguistiques pour que les immigrants adhèrent à la langue du pays d'accueil. Autre exemple, en France, en 2005, le Parlement français a voté à l'unanimité l'augmentation de l'âge minimum au mariage pour les filles de 15 ans 3 mois à 18 ans. Cette décision avait deux objectifs. Premier objectif, lutter contre les mariages arrangés ou forcés qui se pratiquaient chez un certain nombre d'immigrants conformément aux mœurs de leur pays d'origine, et afficher une volonté d'égalité entre les sexes en faisant en sorte que l'âge
minimum au mariage soit le même pour les garçons ou pour les filles. Tout ce qui précède nécessite donc de définir le mot intégration qui apparaît comme une nécessité. Si nous nous référons au dictionnaire français Robert, l'intégration est une opération par laquelle un individu ou un groupe s'incorpore à une collectivité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le dictionnaire Robert nous propose le mot contraire, et il utilise pour cela le mot ségrégation, qui nous éclaire très bien sur la question de l'intégration. La seconde définition proposée par le dictionnaire Robert est celle empruntée au philosophe André Lalande, établissement d'une interdépendance plus étroite entre les membres d'une société. Combinant ces deux définitions, je vous propose la suivante. L'intégration serait l'ensemble des actions opérées par les immigrants et par la société d'accueil, permettant que les immigrants puissent vivre en harmonie avec la société qu'ils ont rejointe, afin que cette société vive en concorde sociale en vue du bien commun. L'intégration est donc un enjeu engendré par l'immigration, mais quelle est son importance quantitative ? Cette importance quantitative est souvent nettement moindre que ce que l'on pense. En effet, l'ONU évalue le nombre des immigrants dans le monde à 250 millions, ce qui, rapporté à la totalité de la population du monde, représente une infime minorité. Ainsi, 96,7% des habitants de notre Terre vivent dans les pays où ils sont nés. Cela signifie que la majorité, très grande majorité des habitants de la Terre souhaitent vivre dans le contexte culturel et géographique du pays de leur naissance, autrement dit qu'il y a une très grande préférence pour vivre et travailler au pays. Statistiquement, donc, la question de l'intégration apparaît faible, même si, bien entendu, l'immigration se produit néanmoins, parfois pour des causes involontaires, en raison de guerres, de conflits civils, de régimes liberticides ou d'opportunités professionnelles. Face à ces migrations, nous voyons globalement deux types de réponses qui sont apportées par les pays, et j'en arrive donc à la dimension qualitative. Certains pays ne sont pas concernés par la question d'intégration dans la mesure où ils n'accueillent pratiquement pas d'immigrants, qu'il s'agisse du Mali, des Comores, de la Corée du Nord, et d'autres pays, au contraire, sont concernés par des proportions significatives d'immigrants. Pour simplifier, cela concerne tout particulièrement les pays européens et les pays nord-américains. Or, dans le cadre de cette arrivée d'immigrants, nous avons bien deux politiques fort différenciées qui existent dans le monde actuel. Premièrement, il y a le cas des pays qui pratiquent non des politiques d'intégration, mais des politiques de ségrégation, qui sont organisées dans le cadre de la réglementation. C'est notamment le cas des pays du Golfe, qui accueillent des millions d'immigrants, mais ces immigrants ne bénéficient d'aucune politique d'intégration. D'abord, un certain nombre d'entre eux sont refusés à la frontière. On sait qu'il s'agit de pays qui n'ont pas signé la Convention de Genève, comme une quarantaine d'autres pays dans le monde. Et nous avons constaté, depuis la guerre civile de mars 2011 en Syrie, qu'aucun des pays du Golfe n'a proposé de relocaliser sur son sol une partie des Syriens poussés à l'exode. Donc il s'agit de pays qui n'acceptent qu'une immigration de travail choisie, avec des permis révocables à tout moment et un droit de résidence extrêmement limité et contraint par ce qu'on appelle le système de la kafala, c'est-à-dire que tout immigrant doit avoir un commanditaire national qui bénéficie de sa présence et qui, en même temps,
a la possibilité de le renvoyer à tout moment dans son pays. Autrement dit, tout ce système fait que l'étranger présent dans un pays qui pratique la ségrégation reste inévitablement un étranger sans guerre de droit, et dans une certaine mesure, cela a été évoqué d'ailleurs dans de précédentes rencontres de l'Académie pontificale des sciences sociales, c'est un petit peu l'esclavage type XXIe siècle. D'autres immigrants, également nombreux, sont dans une situation où ils subissent certaines ségrégations. Je veux parler des immigrants palestiniens. La plupart d'entre eux sont considérés comme apatrides dans le pays où ils sont, Jordanie, Syrie, Liban, Irak notamment, et n'ont pas de statut protecteur, même si, selon les pays, les statuts peuvent légèrement différer. Nous avons même des politiques de ségrégation qui peuvent conduire non à des exclusions individuelles, mais à des exclusions collectives. Je rappellerai deux exemples. Le premier exemple, celui du Koweït en 1991, où la totalité des Palestiniens qui étaient au Koweït ont été expulsés parce que le leader des Palestiniens, Yasser Arafat, s'était rangé du côté de l'Irak de Saddam Hussein au moment de l'invasion de l'Irak par le Koweït. Deuxième exemple un peu plus ancien, celui de l'Égypte en 1956, où la politique de ségrégation s'est traduite par l'expulsion de toutes les populations qui n'étaient ni arabes musulmanes ni coptes. Donc clairement, nous avons déjà une partie de la planète pour qui le mot intégration n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a aucune politique de volonté d'intégration. En revanche, nous avons d'autres pays qui sont dans des logiques d'intégration, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils doivent octroyer aux immigrants de nationalité étrangère des droits, et ce choix est effectué pour deux raisons. Bon, la première, c'est de se conforter tout simplement à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La seconde, c'est sans doute qu'ils considèrent qu'en octroyant des droits aux immigrants, c'est susceptible de faciliter l'intégration de ces personnes. Donc je ne reviendrai pas sur la Convention européenne des droits de l'homme qui a été déjà évoquée ce matin. J'insisterai tout particulièrement sur son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Et j'insisterai quand même sur le fait qu'il y a une différence majeure entre la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève. En effet, la Convention de Genève ne donne pas lieu à des possibilités de poursuite des États pour non-respect de la Convention de Genève, alors que concernant la Convention européenne des droits de l'homme, les individus qui considèrent qu'un État signataire de cette Convention ne respecterait pas les droits prévus pour les immigrants dans le cadre de cette Convention peuvent être poursuivis, et cela donne lieu à des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg. Donc, les pays qui ont signé ce genre de convention font en sorte, même si ce n'est pas parfait, bien entendu, d'instaurer une égalité de droits dans de nombreux domaines de la vie économique et sociale entre les personnes nées dans le pays et celles venues y habiter, c'est-à-dire les immigrants. Cette égalité de droits peut se trouver complète d'un point de vue formel à partir du moment où est institué également un droit à la naturalisation, même si ce droit est là aussi extrêmement variable selon les pays, et il varie aussi dans le temps en fonction des décisions des parlements. Le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que est-ce que cette égalité de droits formelle signifie une intégration réelle? Et c'est à cette question qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire dans quelle mesure les textes donnant des droits formels
peuvent déboucher sur une intégration réelle. Pour réfléchir à cette question, cela suppose de considérer le changement de nature de la question d'intégration au XXIe siècle. Par rapport à l'histoire plurimillénaire des migrations internationales, les migrations du XXIe siècle sont de nature fondamentalement différente. En effet, pendant la plus grande partie des siècles précédents, le migrant qui quittait son pays pour s'installer dans un autre pays ne pouvait pas conserver de lien avec son pays d'origine, ni avoir d'ailleurs de lien régulier. Le coût du transport, la durée des transports, le temps de transport faisaient que pour l'immigrant, c'était inimaginable d'envisager revenir de temps en temps dans son pays d'origine. Compte tenu de la très grande faiblesse des systèmes de communication, il ne disposait pas d'informations régulières et rapides sur son pays d'origine et donc il était souvent contraint de cesser toute relation avec sa famille ou ses amis demeurés au pays d'origine. Dans ce contexte, le migrant se trouvait en quelque sorte contraint par la réalité géographique du moment de s'adapter à son nouveau pays d'habitation, quitte à remettre en cause certaines pratiques culturelles ou certaines habitudes. Prenons un exemple simple, considérons donc des personnes partant de pays germaniques au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Eh bien, nous constatons que ces personnes ont été contraintes de s'adapter linguistiquement en fonction du pays dans lequel elles sont allées habiter. Donc, des locuteurs allemands sont devenus des locuteurs anglais quand ils se sont installés aux États-Unis, des locuteurs portugais quand ils se sont installés au Brésil, et des locuteurs espagnols quand ils se sont installés en Argentine. Et compte tenu de la cessation de relations avec le pays d'origine, eh bien, on constate que la connaissance réelle et précise du territoire d'origine n'était plus possible et disparaissait au fil des générations. Autrement dit, la migration pendant la longue histoire de l'humanité se traduisait par la coupure d'un cordon ombilical avec le territoire d'origine, et cette coupure géographique engendrait d'inévitables coupures culturelles, même si elles n'étaient pas toujours systématiques. Dans ce contexte, que faisaient les sociétés d'accueil ? Eh bien, les sociétés d'accueil, elles pouvaient exercer de fortes contraintes pour imposer l'intégration. Je cite un exemple qui illustre ce thème à travers le cas des Français protestants qui avaient été embauchés par la Compagnie des Indes orientales en Afrique du Sud, notamment dans l'exploitation des vignobles. Eh bien, la société d'accueil les a contraints à abandonner la langue française. Le pasteur protestant a bien essayé de dire « mais autorisez-nous quand même à utiliser le français dans le culte religieux » et la société d'accueil a même refusé. Donc dans l'histoire, nous n'avons qu'une communauté d'immigrants pour laquelle la coupure géographique du cordon ombilical a eu des conséquences culturelles assez limitées. Il s'agit des personnes de religion juive, dans la mesure où celles-ci ont conservé la mémoire du territoire d'origine et bien sûr la mémoire de l'histoire de ce territoire d'origine à travers l'enseignement de l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle c'est uniquement pour cette communauté qu'a été créé un mot spécial, le mot de diaspora, qui signifie dispersion, et donc encore en 1965, dans le principal dictionnaire français, le Larousse, le mot diaspora ne comprend qu'une seule définition. D'abord, il est écrit avec une majuscule, c'est la diaspora avec une majuscule, et sa seule définition, c'est l'ensemble des communautés juives hors de Palestine. Donc c'est, si vous voulez, l'exception qui confirme la règle,
par rapport aux autres migrations internationales. Le changement apparaît donc seulement à la fin du XXe siècle avec une seconde définition du mot diaspora qui va aller au-delà donc des personnes de religion juive parce que justement nous avons un changement de nature des migrations internationales qui se fait dans les dernières décennies du XXe siècle en raison de ce que j'ai appelé les nouvelles logiques migratoires. Ceci est lié tout particulièrement au processus que j'appelle d'internationalisation, c'est-à-dire au développement d'un système de communication matériel et immatériel, donc à la fois des transports aisés entre le pays d'origine et le pays où les personnes ont migré, et bien sûr des communications possibles en temps réel avec le pays d'origine depuis que les technologies de l'information et de la communication se sont développées. Donc l'immigrant du XXIe siècle bénéficie de techniques de communication qui lui donnent la possibilité de relations aisées avec sa terre d'origine par les informations qui en proviennent, et il peut transmettre en permanence de son côté des informations à son pays d'origine. Il peut facilement aller en vacances dans son pays d'origine, il peut y acheter ou y construire des logements et conserver donc un lien charnel avec ce pays d'origine, ce qui se constate parfois tout simplement au moment du décès où un certain nombre d'immigrants souhaitent être enterrés dans leur terre d'origine. Donc cette révolution dans le système migratoire, c'est le passage de migrations de peuplement à des migrations à caractère diasporique, qui signifie que le migrant est dans une logique de double territorialité, c'est-à-dire un attachement à son pays de résidence et un attachement à son pays d'origine. Tout ceci signifie un processus que j'ai appelé de diasporisation, qui est parfois aussi encouragé par le pays d'origine, qui développe des politiques en vue de continuer à s'attacher à ses nationaux partis vivre à l'étranger. Et tout le processus de ces dernières années, c'est le fait que de plus en plus de pays s'intéressent à leur diaspora à l'étranger, à l'exemple de l'Italie qui, depuis 5-6 ans, a décidé qu'il y aurait des députés représentant les Italiens de l'étranger, ce qui n'avait jamais existé depuis l'indépendance de l'Italie. Donc ces actions du pays d'origine sur leur diaspora, elles sont extrêmement importantes, et d'ailleurs, nous les avons vues récemment à l'occasion du référendum sur la Turquie, où les diasporas turques vivant en Europe ont voté en faveur d'Erdogan dans une proportion nettement supérieure aux Turcs de Turquie, en raison justement de l'effort fait par le gouvernement d'Erdogan pour mobiliser sa diaspora à son profit. Donc, il résulte de tout ceci que les voies de l'intégration culturelle et sociale au XXIe siècle se posent de façon renouvelée et qu'elles doivent être considérées à 2 niveaux. Le premier niveau est d'abord celui de l'immigrant. Quelle est l'attitude de l'immigrant? Soit il va attacher plus de prix au contexte culturel du pays où il réside et donc va chercher à s'adapter tout en conservant certaines caractéristiques propres, soit au contraire, il va refuser une adaptation quelconque et vouloir conserver dans son pays de résidence la quasi-totalité, voire la totalité des us et coutumes qu'il avait ou qui existent toujours dans son pays d'origine. Du côté du pays d'accueil, 2 inverses sont également possibles face à la question de l'intégration. Bon, la première consiste à ne déployer aucune politique d'intégration, c'est-à-dire à ne rien faire pour faciliter, pour permettre l'intégration culturelle et sociale. Dans ce cas-là, on voit très bien un double risque se mettre en œuvre. Le premier, c'est le risque que les immigrants, finalement, soient exploités compte tenu de leur non-intégration dans le pays. Le second,
c'est que si le pays ne met pas en place des politiques d'intégration, il est à craindre qu'il y ait des ségrégations de fait qui s'instaurent au sein de la société d'accueil et que ceci se traduise par un certain nombre d'inégalités. Donc, la société d'accueil doit réfléchir à la nécessité de mettre en place des politiques d'intégration dans la mesure où toute société a des us et coutumes dont l'ensemble forme une identité propre et qui plongent leurs racines dans une longue histoire. Certes, ces us et coutumes évoluent en permanence, comme le font les branches d'un arbre, mais nombre d'entre eux ne peuvent se comprendre sans considérer leur attachement à des racines identitaires, comme les branches d'un arbre qui semblent pousser librement, demeurent dépendantes de la sève qui les relie aux racines. C'est la raison pour laquelle une autre attitude est possible de la part de la société d'accueil, c'est-à-dire souhaiter préserver son équilibre en déployant des actions pour réussir l'intégration des immigrants, c'est-à-dire aider les immigrants à adhérer à l'universel commun propre à la société d'accueil, assurant ainsi à chacun de pouvoir vivre ses différences en raison même de l'acceptation de principes communs supérieurs aux spécificités de telle ou telle partie de la société. L'intégration est donc à la fois une démarche personnelle qui nécessite une volonté d'adhérer. Ceci signifie un effort d'intégration. Cet effort d'intégration, ce n'est pas une contrainte, mais c'est en fait un acte de reconnaissance vis-à-vis du pays où lui-même ou ses ascendants ont été accueillis. Mais il revient tout autant à la société d'accueil de faciliter l'intégration en prenant les mesures concrètes qui font en sorte que les immigrants puissent s'intégrer. Cette double position de l'immigrant et de la société d'accueil, j'ai retrouvé à cet égard une définition de la demande que représente l'intégration qui avait été proposée en 2006 en France par le Haut Conseil de l'intégration. J'ouvre les guillemets. L'intégration demande un effort réciproque à l'immigré et à la société du pays d'accueil, une ouverture à la diversité qui est un enrichissement, mais aussi une adhésion, une volonté responsable pour garantir et construire une culture démocratique commune. En conclusion, il importe donc de bien préciser que le contexte du XXIe siècle est celui d'une diasporisation essentiellement due à la réduction considérable de l'espace-temps entre les territoires, espace-temps de transport, espace-temps de transfert de l'information, espace-temps de transfert des capitaux, espace-temps de transfert des marchandises. Et donc, en conséquence, la question de l'intégration se trouve complexifiée, bien qu'elle soit tout autant nécessaire et même impérative, dans le but d'assurer la concorde sociale entre les personnes habitant un même territoire. Alors, quelle référence l'Église catholique peut-elle nous proposer à cet égard ? J'aurais pu citer d'ailleurs un passage du pape François, mais que j'ai mis dans un autre texte. Donc là, du coup, j'ai repris le paragraphe 2241 du catéchisme de l'Église catholique, qui est très clair à ce sujet, que je me permets de vous relire en conclusion. J'ouvre les guillemets. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'autre sous la protection de ceux qui le reçoivent. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Merci de votre écoute.